Beer basket. Salut à tous, bienvenue chez The Upset Media, émission débrief, je presque envie de dire classique, après la petite vidéo qu'on vient de vous sortir en ce dimanche 19 mars, la petite pépite des deux copains qui sont avec moi, Damien, Lucas, comment ils vont? Sur un petit nuage. Ah, très content. Bah ouais, on vient de sortir cette fameuse interview qu'on a mis longtemps à dégoter, mais qui s'est merveilleusement bien passée pour vous, avec Monsieur Joe Arlocas, la voix de l'Euroleague, légende du Real Madrid. Forcément, on vous invite tout de suite à aller la voir, avant même de commencer le débrief de la journée. Foncez voir 1h40 d'entretien avec une légende. C'est vraiment incroyable ce qu'on a réussi à faire. Bah, on va commencer comme ça, les gars. Un petit retour sur cette expérience. Juste avant, ouais, le mec en lui-même, top. Alors, il y avait eu la rencontre en physique à Madrid avec Romu, mais ce qui est top, c'est de voir à quel point il est accessible. Alors, grosse dédicace à tous ces clubs français qui nous cassent les pieds, hein, pour avoir le balayeur de la salle et faire une interview. Et là, hyper disponible. On a donc un peu galéré pour trouver une date au final. Il a su se rendre disponible. Il me dit, par contre, il nous l'a dit au début de l'émission, ouais, je vais peut-être recevoir un coup de fil, il faudra que je coupe un moment, mais vous allez éditer, ça va bien se passer, machin, machin. Bah oui, carrément, pas de problème. Et puis on savait pas trop combien de temps, de combien de temps on disposait. Lui m'avait dit en messagerie avant qu'il devait aller à la salle, parce qu'il gère une salle de sport. Et en fait, au final, à la fin de l'interview, il nous dit clairement, ou à la fin de son message, que bah, il avait libéré son temps pour nous. Et donc on aurait pu passer plus de temps encore avec lui. Donc on a été raisonnable, 1h40, c'est dans nos standards, j'ai envie de dire. Mais voilà, c'est en toute simplicité, pas de langue de bois. On a parlé de tout et de rien. C'était très convivial en fait. On n'a pas vraiment été beaucoup dans les stats, on n'a pas été beaucoup dans ses expériences bonnes ou mauvaises, mais on a parlé de lui. Il a parlé de lui et de. Ça a été Humain. vachement humain, c'est Convivial. ça, en fait, convivial. Il a partagé beaucoup de choses très personnelles. Et ça, c'était hyper appréciable en fait. On a vraiment passé une discussion ouais, entre potes, quoi, presque. Il manquait juste l'apéro finalement. Eh, Ouais, au final, moi, c'était encore un rendu différent puisque du coup, moi, je faisais pas partie de ce voyage à Madrid avec lui. Ça reste quand même un grand monsieur du basket européen et qui plus est en Euroleague qui, on va dire, pèse un max, comme disent les Jones. Et moi, j'étais ravi de pouvoir faire ma première expérience de conversation de basket en anglais, etc. Puisque bon, d'ici là, je vais parler qu'en français. Et franchement, c'est génial. Je pense que c'était un très bon moment. J'étais ravi, comme Damien l'a dit, de voir que le mec a dit direct, non, mais en fait, vous en faites pas, là, j'ai tout libéré. Continuez, il n'y a pas de souci. On l'a senti très bienveillant. Comme tu as dit, pas de langue de bois. Ça, j'ai vraiment apprécié parce qu'il y a quand même beaucoup de rétrospectives où il aurait pu être, on va dire générique et bon voilà son rapport à Bill Russell, à l'alcool ou la personne qu'il avait pu être dans le passé, il a été clair là-dessus. Ça j'ai vraiment apprécié parce que c'est un peu ce qu'on cherche dans ce genre de podcast, que ce soit le nôtre ou qui ouais, vous avez compris. Conque. Voilà. Et ce qui était sympa aussi, c'est de voir que bah avec Damien quand même on a passé du temps à préparer, à essayer de trouver des questions, d'être un peu original. On avait plusieurs choses de prévues. Au final, on a quand même réussi à poser beaucoup de questions, à voilà, étaler plusieurs axes. Et évidemment, bah, quand tu entends un ancien joueur et tu poses une question et qu'il dit, ah, c'est une bonne question, ça fait ça fait chaud au cœur. Et comme je t'ai dit, Romain, voilà, on ne voit pas la fin de la vidéo, mais le pouce en l'air et tout, pour moi, c'est golden, ça vaut tout l'or du monde. La vidéo fera 140, 35, 12,4 vues, je m'en fous. Parce que ce moment-là, il est gravé à jamais et je suis très content de l'avoir partagé avec vous. Et c'est peut-être le début de Next Step. Ça va être bien. Donc voilà. J'espère vraiment. Et moi, ce que j'ai retenu, c'est que il a dit que qu'importe si c'est Kaunas ou Berlin, on risquait de se recroiser. Donc,
Ah, puis les tétés des meufs à Malaga, là. Oh là là. Allez découvrir tout ça. Il y a plein de petites phrases croustillantes comme ça dans l'interview. Il y en a une, à mon avis, que je vais ressortir dans l'émission parce que celle-ci m'a beaucoup marqué. Donc voilà. Allez voir cette interview avec Joe Arlocas. C'est vraiment un bel accomplissement pour nous. Et comme l'a dit Lucas, et puis comme on se le dit souvent entre nous, ce n'est que le début de quelque chose. Messieurs, on va attaquer les news et puis après on Allez, va commencer le débrief de cette 29e journée. Une pensée tout de suite pour Monsieur Ataman, le coach de l'Anadolu Efes Istanbul, qui a été admis à l'hôpital pour une pneumonie. On n'a pas plus de news depuis qu'elle est tombée ce matin. On espère juste que ça va aller pour lui. Il va forcément rater le prochain match de l'Anadolu, comme s'ils avaient eu besoin de ça. Mais bon, on pense fort à lui, mais c'est vraiment une saison un peu particulière pour l'Anadolu cette année. Clairement, ouais. Après, euh, c'est peut-être, alors c'est vraiment, je sais pas comment le formuler pour pas que ça soit mal pris, mais du coup, est-ce que ce serait pas le moment aussi de que l'effectif montre que voilà, on va se battre pour le coach, parce que bon, une pneumonie, tu peux quand même être tu peux être alité pendant un bon moment et pas ne pas louper qu'une seule rencontre. Donc, est-ce qu'ils ont envie de faire ça pour le coach aussi? C'est le moment où il faut se battre. On va en parler très rapidement. Voilà, on va avoir l'assistant qui va prendre le relais. Est-ce qu'on pourrait avoir un échantillon, un regain d'énergie du double champion en titre? Du point de vue sportif, c'est ce que bah moi j'attends en fait. à voir ce que ça va donner. Est-ce que ça va permettre à des joueurs qui peuvent être pas mal bousculés quand on est sur le banc de se montrer un peu plus avec l'assistant coach? À voir. On souhaite un prompt rétablissement forcément à Erwin parce que si jamais la Montpellier arrive à se qualifier, Erwin qui serait pas là pour les playoffs avec la Montpellier, ce serait pas vraiment des playoffs. Autre news, là ça commence à sentir la prochaine saison, enfin du moins la fin de celle-ci. Plusieurs rumeurs autour des prolongations de joueurs. Je vais les balancer comme ça, on en discutera juste après. Du côté du Real Madrid, il y a Gabriel Deck qui pourrait être prolongé. Ça y est, c'est en discussion avec le Real. Chris Jones de son côté à Valence est plutôt ciblé par d'autres équipes, mais Valence veut essayer de le sécuriser et le prolonger aussi. Et l'Olympiakos, eux, ils ont clairement une ligne directrice, c'est on sécurise d'abord cette belle base qui est en train de devenir une des équipes qui vise le titre forcément, mais qui s'impose surtout comme une prétendant numéro un au titre, puisque Sloukas a une offre de 2 ans à signer. Walke, Papanikolaou et Larenzakis sont en discussion pour prolonger. Messieurs, que pensez-vous de toutes ces rumeurs? C'est pas logique hein, en soi. Enfin, du moins pour ce qui est de l'Olympiakos. Quand tu vois bah, comment ils appréhendent en fait tous les dossiers un par un, comme on a discuté justement avec Vezenkov et World Cup début milieu de saison, ça paraît assez logique en soi. Je pense que le fait de gagner le titre ou non va peut-être être l'élément déclencheur aussi de certaines choses, parce qu'on sait quand même que, on risque d'en parler après, mais une fin de cycle où quand une équipe arrive à tout gagner ou à vraiment tout écraser, des fois on peut avoir envie d'aller ailleurs ou passer à autre chose. Donc ça peut jouer aussi pas mal dans la balance. Le cas Chris Jones va être très intéressant pour Valence. Et honnêtement, moi j'aimerais bien le voir rester. Mais de l'autre côté, on a un Jared Harper qui toque fort, qui montre de très bonnes choses. Et même si le jeu de Mumbrou est quand même très rapide et peut très bien se baser sur les deux arrières meneurs, on va dire, attention, attention. Après, tu proposes quand même un très beau basket sur cette saison. Donc, tu peux te permettre, qui sait, de jouer un peu sur l'aspect business et arriver, pourquoi pas, à te sortir de bonnes situations. Surtout qu'il pourrait sortir un peu de monde du côté de Valence. Evans est arrivé, mais est plutôt discret. Hermanson revient gentiment, apporte déjà. Mais si tu arrives à sécuriser Chris Jones, est-ce que tu ne le laisses pas partir? On sait que voilà, cette équipe de Valence avait quand même pas mal de monde sur ce poste-là aussi. Ouais, puis ils ont aussi il y a un point à prendre en compte, c'est qu'ils vont peut-être sauter de l'Euroleague aussi. Est-ce que Chris Jones, il va être OK pour quitter cette compétition
là, comme ça, parce qu'il aura forcément des tickets à droite à gauche dans d'autres clubs Euroleague, voire même avec la licence. Ça me paraît compliqué pour lui de redescendre. Alors, il y a le cadre. Valence, c'est plutôt sympathique. Il y a le championnat espagnol toujours. Est-ce que ça mériterait qu'il prolonge? Je sais pas. Il y aura sûrement plein de clubs avec des besoins du profil de Chris Jones, Un certain Real Madrid, par exemple, si on veut rester en Espagne. par exemple. Je trouvais ça par contre intéressant, toutes ces procédures de signature un peu anticipées, je trouve. J'ai pas l'impression qu'il y a eu ça l'année dernière aussi, où tu as pas mal de joueurs cadres qui sont re-signés comme ça et sur des contrats relativement longs. On est en train d'avoir un mix entre la mode un peu NBA où les dossiers sont de plus en plus préparés en amont et aussi, je pense que bah, du coup, pour revenir sur l'intersaison l'année dernière, le fait d'avoir autant de joueurs disponibles via le marché russe a peut-être fait réaliser certains managers que bah, il faut arriver en fait à sceller les dossiers avant même qu'ils puissent être réouverts. Et ça peut être très intéressant. Je pense que, tu vois, par exemple, j'ai l'impression que l'Euroleague, le marché de mi-saison a toujours été plus ou moins calme. Et là, on va peut-être arriver en fait à un moment où ça va être ça va être le prédominant où on va faire les plus gros ajustements. Et en fait, l'été, tout sera déjà plus ou moins scellé parce qu'on va redonner des contrats sur 2, 3 ans et pas de 1+1 ou juste une année. Et puis on voit à la fin de la régulière. Je sais pas, c'est un peu le sentiment que j'ai. Sur la forme des contrats, je suis plutôt d'accord parce que je me réfère toujours à ce tableau qui est sur je sais plus quel site où ils te montrent justement les prolongations. Et des fois, en fait, tu regardes à la fin, ils font la liste des joueurs libres l'été et il y en a de moins en moins. Et quand tu regardes à la case extension, c'est du 2 3 du 2+1 du 3+1. Et c'est vrai que la forme des contrats change, donc ça peut effectivement jouer. Et si je parlais du Real Madrid pour Chris Jones, c'est que vraiment c'est le point noir de l'équipe cette saison. Et dans les noms que j'ai cités, il y a notamment Sloukas qui est ciblé par le Real Madrid. Alors on en a eu des discussions sur les réseaux sociaux, mais c'est bel et bien une vraie cible de la part du Real Madrid qui souhaiterait l'avoir. Du coup, ben, forcément, quand la Maison Blanche toque à la porte, ben, l'Olympiakos veut prendre les choses en main et sécuriser quand même un genre d'expérience qui, on est plus ou moins d'accord tous, est quand même mieux à Athènes et du côté du Pirée. Je comprends pas l'idée. Enfin, je comprends l'idée sans la comprendre parce que si tu as un point noir vraiment bien, c'est le plus noir possible dans la palette des couleurs, tu prends pas Kostas Lukas. Tu vas chercher Darius Thompson. Tu vois, on en parlait, il était dans les rumeurs. Il y a eu beaucoup de noms. On a entendu le Shane Larkin depuis des années. On a entendu Lorenzo Brown en début de saison régulière. C'est ce qu'il faut aller chercher. Il faut aller chercher dans la tranche d'âge 25, 28 ans. Il faut pas aller chercher 45 ans en fin de carrière, Justement, avec tout le Lucas respect. était associé au Real Madrid parce que l'explication c'était Lorenzo Brown est sécurisé par le Maccabi puisqu'il a déjà prolongé, donc c'était mort. Et le cas Campazzo est un tout autre problème. Il y avait l'histoire qui devait de l'argent, etc., etc. En plus, il vient de signer à Zvezda. Donc le dossier était un peu compliqué. C'était le nom qui est ressorti. Mais effectivement, si on doit s'arrêter 2 secondes, tu as totalement raison sur le profil que doit avoir le Real. Euh, et j'avoue que Sloukas est mieux sur un rôle de sixième homme, alors que le Real aurait vraiment besoin d'un meneur titulaire et Darius Thompson remplit toutes les cases, parce qu'en plus, il peut prendre le jeu à son compte, mais surtout distribuer autour. Et au Real, il aurait de quoi s'amuser. Sans pour autant tirer la couverture, être plus qu'intelligent pour le faire. Et moi, je pensais, tu vois, bon, après, c'est dans l'ordre du réalisable, bon, faut en discuter, mais sinon, on va chercher Maodolo, hein. Écoute, je pense qu'il est indéboulonnable parce que je le vois pas partir de l'Allemagne, etc. Mais il est suffisamment intelligent, peut-être pas assez gestionnaire, même s'il en est capable. Alors, c'est sûr que si on compare avec Thompson cette saison, c'est un autre débat où, voilà, dans l'idée, mais c'est plus moi je le vois plus comme un 2 mais tu vois, Lundberg aussi, puisque quand même, ouais, Je le vois moi pas j'ai au bien Real. aimé. Je le vois Je le pas au vois pas Real. non plus, mais j'ai bien aimé ce que j'ai pu voir par Flash au CSK, et je le trouve suffisamment intelligent pour le coup, pour se mettre au rôle du collectif, où tu as justement à côté
Janan Moussa, tu as déjà Gabriel Deck et tu peux t'as pas forcément besoin du meilleur des passeurs, du plus intelligent des meneurs, sachant que tu peux déjà arriver à balancer avec les créateurs et toutes ces Ouais, relations que mais tu crées avec l'intérieur. bah, pour le coup, j'ai l'impression qu'il y a besoin d'un floor général pour Madrid. On l'a vu là sur le dernier match de championnat. C'est criant. Il y a un moment où il n'y a plus de circulation, il n'y a plus rien. Un Teodosic, tu sais que le mec rentre, va remettre les rouages dans le bon sens, va graisser tout ça, va fluidifier le jeu. Il faut un connecteur, un connecteur parce qu'il n'y a pas de. Il y a un moment où c'est vraiment merdique. Il n'y a plus de système qui est en place et il n'y a plus personne. C'est pas Causeur, c'est pas alors, lui il est blessé, mais c'est pas Chacho, c'est pas ils ont mis qui à la C'est main pas Anga. Anga, c'est pas Anga. Il faut vraiment quelqu'un qui puisse dire, eh, les gars, c'est bon, stop. On arrête de courir partout, d'essayer de créer à droite à gauche. Non, je prends la balle, on met un système en place. Je prends les choses. Il manque quelqu'un qui est capable de prendre les choses en main, je pense. Est-ce qu'on peut parler de Williams Goss comme un échec? Oui, Oui, complètement. clairement. Pour moi, c'était déjà Mauvaise une idée. mauvaise idée à la base de le prendre. Décevant, décevant possible. Ce qu'il a prouvé, il n'est pas capable de l'amener. C'est, voilà, comme j'ai dit, tu peux à la limite prendre un profil juste défenseur, passeur solide, mais t'as pas forcément besoin de ce qu'est capable de faire un Lorenzo Brown ou Larkin. Tu vois, et s'il coche juste la case, c'est faire des passes, poser les systèmes et défendre un minima, je pense qu'il pourrait s'en satisfaire. C'est pour ça, pour le coup, Chris Jones, ça m'emballe pas non plus, pour être honnête. Une question épineuse autour du Real, ça serait intéressant de se faire une émission avec un débat là-dessus, sur des profils qui pourraient débarquer du côté de Madrid. Ce serait vraiment cool d'avoir notre opinion sur ça. Dernière news, messieurs, avant de passer aux questions principales. Le président du Partizan voit les choses en grand. Je ne sais pas si vous avez vu passer cette news. Il a récemment dit que si le Partizan devait jouer les playoffs, il aimerait bien investir pour un match ou peut-être pour la série, un stade de foot. Voilà, et il savait qu'ils étaient capables de le remplir. Euh, le stade de foot de Belgrade fait quasiment 30 000 places, donc pour lui, ce serait OK. Malheureusement, il semblerait qu'en termes de logistique, ce soit compliqué d'organiser ça, mais bon, le président a la folie des grandeurs. On peut Écoutez, demander au Paris Basket. Ils vont lui expliquer comment faire. pourquoi pas. Après, je suis pas sûr qu'il soit couvert le stade, mais en tout cas, voilà la news un peu rigolote. Pendant que d'autres clubs chouinent encore et encore, le président du Partizan, lui, voit les choses en grand et ça fait bien plaisir. Mais à qui est donc adressée cette référence au FC Ouin je me demande. Je vous laisse faire l'analyse. Mhm. On va rentrer de plein pied dans la 29e journée. Je vais donner les résultats rapidement et puis on va tout de suite s'engouffrer dans des discussions. L'Anadolu a perdu 84-97 contre le Partizan Belgrade. Le Zalgiris perd au buzzer quasiment contre l'Olympiakos 72-74. Monaco s'impose assez facilement. On y reviendra peut-être contre la Virtus 80-68. Le Maccabi fait plier Vitoria 93-79 à la maison. Valence remporte un très beau match contre le Fenerbahçe 82-80. Le Real s'en sort difficilement cette fois-ci contre Milan 91-87. L'Asvel, cher à Lucas, perd à la maison contre le Panathinaikos 82-86. Dans le duel allemand entre le Bayern et l'Alba Berlin, c'est l'Alba qui l'emporte d'un tout petit point, 76-75. Et enfin, Barcelone s'est imposé contre Zvezda, 85-79. Pour ouvrir les hostilités, on va parler de l'Anadolu, puisque c'était aussi la première affiche de la 29e journée. L'Anadolu s'est donc incliné 84-97 contre le Partizan. Ça jouait à Istanbul. Messieurs, est-ce que c'est la défaite de trop pour l'Anadolu, de trop pour la course au playoff, mais aussi de trop pour une équipe qui semble s'essouffler? La défaite de trop, bah, ça commençait à être dur. Pourtant, il sortait d'une victoire contre Madrid, si je ne m'abuse. Oui, qui a eu lieu Ouais, Euh, mardi. d'un ouais, point.
Ce qui m'a plus perturbé, moi, sur cette fin de match, la défaite, là, c'est les différents commentaires qui ont commencé à circuler. Ça a commencé à se taquiner gentiment chez Larkin, qui taquinait Clyburn, notamment en parlant du temps de jeu, en parlant de l'efficacité. Euh, ça a commencé à remettre en cause. Et là, c'est vraiment d'un point de vue humain, c'est pas tant le côté stratégique. C'est vraiment le côté humain qu'on a souvent vanté. Dont on a souvent vanté les qualités de gestionnaire de Ataman. Et c'est surtout ça, là, c'est un peu le monument qui tombe pour moi. C'est cette capacité qu'on leur laissait à appuyer sur le bouton et à filer en play-off, même à l'arrache. Bah ouais, ça me paraît compromis, quoi. Vous avez vu le film Il faut sauver Willy? Moi, je vous présente Willy Clyburn. Il faut le sauver, ce gamin. Alors, bah, en fait, on a eu vraiment un double constat, puisque mardi, le match est très serré face à un Real Madrid très moyen. Mais sur le troisième quart-temps, on a une prestation de haute volée. Vraiment. Je sais plus combien de points ils leur mettent, mais c'est plus de 30, je crois, sur un quart-temps. C'est une vraie sauce. Et on a Larkin qui est en place, au scoring, à la passe, ça trouve tout le monde. Singleton pose ses points. Bryant, on n'en parle pas assez, mais il fait du très bon boulot sur cette saison. Il est toujours là, homme discret. Bobois n'est pas là. Et tout roule, en fait. Même Misic n'est pas dans le match. Et tu arrives quand même à te baser sur cette triplette Clyburn, Larkin et Bryant. Et sur ces 10 minutes dans le troisième quart-temps, j'ai dit, ah, ça y est, ils sont là. Ça y est, voilà, ils savent qu'il faut prendre ce match. Je crois que tu es à Istanbul, mais c'est le Real Madrid et il faut leur casser la bouche. Si tu veux vraiment prétendre à ce que t'es, il faut y aller. Je ressors du match, je dis, ouais, bon, c'est encore un peu fébrile. Le Real est fébrile. Un peu match de traînard, guerre de tranchées, un coup toi, un coup moi. On comprend pas trop, mais je me dis, bon, bah, peut-être que voilà, là, on a enfin ce qu'on attend, puisque, puisque même si Clyburn a supporté, on va dire, toute la saison régulière avec Beaubois, l'équipe de l'Anadolu, là, on a eu quand même d'autres joueurs qui se sont proposés. Et puis, bon, bah, toi, Romain, tu as couvert le match face aux Partisans, et honnêtement, bah, c'est une débandade. C'est à l'image de leur année, c'est-à-dire sans saveur, des hauts et des bas incompréhensibles. Et maintenant, voilà, comme Damien l'a dit, sur le point humain, ça va pas, et c'est pas bon signe. Si tu commences à te tirer dessus alors que la saison régulière n'est pas finie, que tu devrais être soudé, peut-être qu'il savait déjà qu'Ataman était malade, on sait pas, mais voilà, ton coach est pas bien. Euh, d'accord, il y a eu des blessures tout le long de la saison, mais tu commences à te tirer dessus comme ça sur Twitter, comme Damien et Romu disaient, il y a pas une petite douche où tu discutes un peu, non, là, tu vas sur Twitter après le match et tu dis, ouais, franchement, fais chier, machin. Non, c'est pas du tout le bon comportement à avoir. Donc, c'est pour moi le signe, bon, après on sait jamais, mais c'est le signe d'une crise en interne qui est insolvable. C'est clair que c'est en train de couver et Ataman le montre de plus en plus. En ce moment, il cumule sur tous les matchs. Expulsion, technique. Enfin, les techniques, le Soupir, bras phénomène, ballants. ouais, le phénomène, il vient déjà depuis la fin de l'année dernière et même à l'Eurobasket où c'est un sketch permanent. Ça revenait en vidéo sur les réseaux sociaux tout le temps. Mais là, cette saison, c'est tout le temps, quoi. Et de plus en plus. Ben, contre le Real, il finit le match ou c'est le match d'avant qui se fait exclure? C'est le match d'avant. Et ben, le match d'avant, il se fait exclure. Le Real, ça passe tranquillement. Et là, face aux partisans, à un moment donné, bah, il craque complet. Et pareil, il prend technique au plus mauvais moment. Et bizarrement, derrière, tu vois, tout à l'heure, tu disais que contre le Real, il leur passe une trentaine de points dans le carton. Bah, le quatrième carton contre le Partizan, c'est un naufrage. Ils prennent 34 points, ils en mettent que 20. Il n'y a plus un effort de fait. Le Partizan est remis sur les rails. Ils ont complètement abandonné. Sur les 3-4 derniers matchs, ils en ont 3 à la maison, ils en lâchent 2. Et vraiment, si j'ai envie de balancer enfin, un sentiment, Ataman ne gère pas son groupe, mais Misic, pour moi, il n'est pas forcément sur ce qu'il faut faire. Parce que, si on a bien suivi ce qu'a dit Lucas, quand Larkin était là
et que Misic ne l'était pas, ça tournait. Euh, Face aux partisans, il est là. On sait qu'il a une cheville qui est... non, ou un genou, je sais Fébrile. plus. Il est hyper affaibli. On ne sait pas combien de temps il va mettre pour se remettre en route. Mais ben, il en fait trop, 2 sur 8 à 3 points. Il perd 4 ballons sur les 11 de l'équipe. En plus, du coup, c'est un des plus gros usage Ouais. Rate. ouais, rating de l'Euroleague. Il est à 26,8, c'est le 18e Et pourtant, ben, son équipe ne se trouve pas, son équipe n'avance pas. Euh, Trop d'attentes autour de lui? Trop d'attentes? Est-ce que lui est trop dans un truc individuel de j'ai une pensée vers la NBA parce qu'on sait il a changé d'agent. Enfin, il n'a pas Ouais. changé d'agent. Il a Il pris a pris un un autre agent agent NBA. pour la NBA et il a gardé le sien pour l'Europe. Voilà, mais est-ce que Misic a encore la tête à l'Anadolu? Non, Non, je et pense pas. j'ai l'impression qu'en fait, il s'est blessé physiquement, donc il a réduit ses chances. L'équipe ne se porte pas bien, et quand elle se porte bien, c'est pas grâce à lui. Donc ça fait mauvaise image. On ne parle plus de lui comme un potentiel MVP, et bien, bien loin. Je pense que si on devait faire un classement MVP, il est pas dans les 30. Je Cette pense qu'on peut saison, citer. c'est loin d'être le cas. Voilà. Et en fait, je pense qu'il se dit, j'ai plus, mais il a 29 ans, 30 ans, je sais plus quel âge il a exactement. Et il se dit, oh merde, j'ai été drafté, on me voulait, je suis resté, j'ai fait double MVP, mais là, je me suis blessé physiquement, je me suis dégradé en fait, d'un point de vue médiatique, image, quoi que ce soit. La news qui arrive comme quoi il prend un agent NBA, mais il garde Misko Razmanovic en même temps, bon, pourquoi pas, mais ça tombe pas au meilleur des moments non plus. Logiquement, il aurait peut-être fallu le faire avant la saison régulière, où là tu dis, bon, ok, c'est cette saison, il donne tout, et puis après il part, pourquoi pas. Et là, en fait, non, et vraiment, depuis le début, si vous vous rappelez, les premiers matchs, il pose les chiffres, mais ce que je disais, c'est que dans le ressenti, c'est pas bon. On avait des discussions avec Romu où tu le vois, il balance des trucs, ça finit dans les gradins. On dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Et on peut même pas avoir ce raisonnement de se dire que c'est Kleiber qui prend trop de place ou quoi que ce soit, parce que honnêtement, c'est le coéquipier parfait. Il l'a montré par le passé et juste par sa capacité à être intégré sans trop tirer la couverture. Donc tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a une bataille d'ego, tout, enfin, chacun a son envie personnelle et ça ne matche pas avec le reste. Et qui plus est, j'ai le détail que j'ai oublié de raconter, mais face au Real Madrid, l'arbitrage, je Ah oui, parle il y a eu ça rarement aussi. d'arbitrage, mais qu'est-ce que c'était que ça? S'il y a eu un match dans l'année où l'Anadolu devait gagner, ça devait être celui-là parce que les arbitres l'ont donné. À tel Hmm. point qu'on a eu des triples techniques de Deck, Moussa, Matteo, je sais plus qui. Mais ça s'est enfilé un par un. Tu dis, mais attends, ils prennent trois techniques sur un carton, ça file je sais pas combien de lancers, on te redonne la balle, etc. derrière. Et ils gagnent que de très très peu au final. Et vraiment, c'est ce match-là, je me suis dit, ouais, d'accord, il est donné, vraiment. C'était une honte, cet arbitrage. Je te rejoins, Romain, sur le concept de il a plus la tête à ça. Il a l'agent NBA qu'il a pris, c'est vraiment quelqu'un qui est directement connecté à OKC, en fait. Et je pense qu'il essaye de gérer ses droits pour pouvoir sortir de pouvoir signer à OKC. L'idée, c'est vraiment de trouver un poste où il puisse s'affirmer. Il y a pas mal de clubs dont on parle pour l'accueillir. C'est vraiment ça le problème. C'est vraiment ça le problème. Il y a pas, je pense pas qu'il est dedans. Je crois même que lors de sa blessure, il a fait beaucoup de séances hors du groupe. J'avais vu des images circuler un petit peu sur Twitter. Il est pas, il est plus dans l'état d'esprit. Je pense qu'il en a eu marre des coups de gueule. Alors après, c'est perso. Je pense qu'il en a eu marre de cette gestion de d'Ataman qui, au final, autant a marché les années précédentes, mais là, le push arrive pas. Ils arrivent pas à aller en playoff. Ils ont pris des revers qu'ils auraient jamais dû prendre. Et le discours passe plus, à mon La avis. fin d'un Euh, cycle, C'est la ce fin d'un qu'on se cycle. disait. Mais et pour rebondir par contre sur Lucas, pourquoi tu parles de sauver le soldat Will? Donc, parce que franchement, bah, c'est comme pour lui, comme pour Bobo, ça me fait jamais plaisir de voir des mecs performer, se donner, être propres
et ne pas être récompensé. Et je peux te sortir d'autres gars, c'est comme quand on a fait le mode MyGM du Panathinaikos et je dis il faut sortir Ponica. Moi, ça me fait vraiment mal au cœur. Quand on parle de Clyburn en début de saison, on le voit comme second MVP derrière Vezenkov. Il réalise une très belle saison et c'est pas récompensé. Alors évidemment, une personne n'est pas une équipe Euroleague, mais moi, ça me fout honnêtement, j'ai les boules quand je vois que des mecs comme Brian, comme Clyburn, comme Beaubois qui se sont donnés et c'est pas récompensé parce que justement à côté, il y en a qui font les pitres un peu. Voilà, moi j'ai envie de le sortir de ce merdier-là, en fait, c'est tout. Et t'as pas envie de sortir plutôt Micic dans ce sens-là? Le sortir de ce groupe-là pour permettre à justement Bah, tout ce collectif qui va en chier sans Beaubois, en pour moi, il plus. est voué à partir, mais si le projet se casse, Ataman se casse aussi peut-être, et du coup, qui tu récupères derrière? Est-ce que ça match avec le reste? Pablo Lasso. Pablo Lasso. Ah bah, si seulement. Mais voilà, du coup, ça dépend de pas mal de choses quand même. Du coup, je suis allé regarder rapidement cet agent, Jason Rain. Il a Tom Digbeu, il représente Tom Digbeu, je savais pas. Et il y a quelques noms qu'on connaît bien, Bogdan Bogdanovic, Timothée Luo-Cabarro, Jaka Blazic, C'est bon, Tristan c'est un Vukcevic. bon monsieur. On a Ouais, parce Alen que là, Bogdan, il a mis une Smailagic, sacrée carotte à Atlanta quand même. Trifunovic, Joël Ayayi. Donc voilà, il y a aussi Pokusevski. Donc c'est un agent NBA, mais qui quand même représente pas mal d'Européens overseas, comme on dit depuis vendredi dernier après l'interview avec Joao Lucas que nous avons faite en anglais et que vous pouvez retrouver sur une chaîne YouTube. Il faudrait qu'on retrouve l'extrait, je pense que ça date de l'année dernière, alors je ne sais plus à quel moment on en a parlé, mais je ne sais plus lequel de l'équipe avait dit que Larkin se devait d'être un petit peu le nouveau patron de l'Anadolu. Et finalement, c'est en train de se confirmer. L'idée serait pas bête d'avoir un duo Larkin-Clyburn en homme fort. Franchement, ça reste tout aussi sexy, même sans Micic. On a adoré Micic, on remet pas ça en cause, il Faut nous a se fait rendre compte du truc rêver. quand même, hein. Faut se rendre compte de ce qu'on est en train de te dire. Là, ouais, ouais, si on enlève Missy, ça sera mieux. Ouais, c'est fou, hein, c'est fou. Mais il faut aussi reconnaître qu'il n'y est pas, que ça ne clique pas et qu'il en fait peut-être un peu trop en pensant à la suite de sa carrière. Il a raison de penser à la suite de sa carrière, mais pour l'instant, ça fait plus de mal que de bien à l'Anadolu. Et effectivement, reconstruire, et pourquoi pas sans Ataman non plus? Pourquoi pas? On n'est pas obligé de continuer avec Ataman. Mais ouais, je pense qu'il y a besoin de changement à l'Anadolu. Ça, c'est une discussion qu'on avait eue en preview autour de l'Anadolu sur est-ce que on doit tout chambouler? Est-ce qu'il y a un besoin? Est-ce que c'est pas l'année de trop? Ben, pour le coup, c'est en train de partir dans ce sens-là. Donc, C'est marrant, à ça va être voir. un sujet récurrent, j'ai l'impression, lors de cette émission, des joueurs comme ça un peu phares qui ferait bien de prendre la main. On va potentiellement y venir sur la suite de l'émission. Pour terminer avec l'Anadolu, ils sont désormais 11e, 14 victoires, 15 défaites, derrière des équipes qui sont dans de meilleures dynamiques, hein, notamment on peut citer Valence. Euh, et il reste 5 matchs à jouer. La semaine prochaine, c'est à Berlin. Ensuite, double journée, tout à domicile contre Milan et la Virtus, au Fenerbahçe avant de finir contre Monaco. C'est pas cadeau pour la fin de saison. Pour la Nadolu, qui du coup devra aussi faire sans son coach. Euh, Damien, tu avais peut-être en tête dans ta phrase sur les joueurs qui potentiellement doivent laisser leur place. Euh, L'homme transition. Exactement, mais je trouve que depuis cette interview avec Joao Lucas, vraiment, c'est devenu quelqu'un dans la Tu parles, tu présentation. parles de, tu parles de celle qu'on a fait en anglais et interview exclusive d'1h40 qui a retrouvé sur la chaîne The Upset Media sur YouTube, c'est ça? Exactement, traduite en français par Monsieur Lucas avec MC Damien pour présenter cette émission. Euh, on passe du coup du côté du Rocher, Monaco, qui fait son petit parcours, sa petite vie sans Mike James pour l'instant. Il y a une semaine, il n'a pas joué contre Baskonia lors de cette belle victoire en terre catalane, basque, pas Basque, catalane. ouais, 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 Basque, c'est voilà. mieux. Je vais peut-être éviter de dire des Alors conneries. voilà, disclaimer, disculpen, por favor, no pasa Euh, nada. il n'était pas là face à Baskonia à cause d'une blessure au doigt. Et cette semaine, il n'était pas là à cause de cette fameuse suspension qui a fait D'une pas mal à blessure au réagir. foie.
d'une soirée un peu trop arrosée du côté d'Athènes avec son ami Dwayne Bacon. Il n'y a toujours pas de date de retour. Et alors, Monaco, est-ce que ça joue mieux sans Mike James? Damien, Oui. toi, tu as suivi pas mal de matchs là, ces derniers temps de Monaco. Qu'est-ce que tu en Ouais, ressors? j'ai eu le dernier game de Mike James où ils se font torpiller et où on se rend compte sur le quatrième quart-temps, Mike James est benché et tu te retrouves avec le 5, t'as Okobo, Brown, Moneke qui se partagent un peu le temps. C'était contre qui? C'était Maccabi? Non, La parce qu'il J29? c'est non, la G29, c'était là La Virtus, c'était moi. Les contre la derniers matchs, ça Virtus. fait Pana, Baskonia et Virtus. C'est Pana. lequel qu'ils ont Donc ça serait le perdu? match encore d'avant? C'est Maccabi Tel Aviv où il pousse Moneke, non? Oui, c'est ça. C'est ouais, les Exact. derniers C'est matchs, c'est celui. Barcelone, Maccabi, Pana, Baskonia, Virtus. Ouais, c'est le Maccabi où il y a effectivement cet incident où il pousse Moneke sur un fait de jeu. Il n'était pas d'accord, il commence à râler, à faire sa groupie là. Et, euh, et tu te rends compte que ce 5 avec Diallo, Lloyd, Okobo, Moneke, Brown sur le poste 4 et après derrière Donta Hall, c'est foutument sexy en fait. C'est foutument sexy. Ça court sur tous les ballons. Ça met de l'intensité en attaque, en défense. La balle circule beaucoup mieux. Il y a moins cette isolation de merde de 23 secondes 30 pour finir sur un side step back shoot à 3 points dans le corner là-bas. Et, et au final, c'est toute la dynamique globale en fait. Même le petit Strazel se voit offrir des minutes derrière, ça joue, il a des minutes. Par contre, Ouattara, il envoie des brins sévères, le capitaine Courage. D'ailleurs, ça m'a fait marrer de voir qu'il était capitaine en fait. Et je l'imaginais aller passer des savons à Maïtienne dans les vestiaires, ça me faisait rire. Tout ça pour dire que Monaco, sans Mike James, alors on va nuancer parce que le Mike James qui les emmène en Final Four l'année dernière, c'était costaud. Mais sans ce Mike James-là, ça marche beaucoup mieux. Ça marche beaucoup mieux. Pour moi, il n'y a pas photo. Collectivement, individuellement, franchement, Alors non. statistiquement, dans ce que tu dis, je suis juste allé chercher une stat simple, hein, Oh, mais il va me bousiller mon argument. Si c'est les passes collectives, je vais te goumer. En même temps, tu veux faire quoi comme autre stat? Même moi, je vais noter celle-là. Bah ouais, mais tu l'as pas dit. Donc écoute, hein, tu Mais prendras je les vous laisse lauriers la plus tard, parole. monsieur Damien. Je, je fais pas Allez, mon vas-y. monologue, notamment Romain. en anglais pendant l'émission d'1h40 de Joe Ouais, Lucas. alors je me parce que tu sais pas lance. parler en anglais, toi, c'est tout. Lucas, il se calme Oui, parce que je vais oui, la nuancer. oui. Parce que, ok, je suis allé voir les stats au pass sur les deux derniers matchs, mais Ouais. l'échantillon est trop faible pour en tirer une conclusion. D'accord? Mais pour l'instant, je ne fais que du factuel. D'accord? Voilà, c'est bon. Tu mets l'huile sur le feu, c'est tout, on a compris. Parce que du coup, Monaco tourne à environ 15 passes de moyenne. Voilà. Là, sur les deux matchs sans lui, la tendance est à la hausse. 18 contre Baskonia, 20 contre la Virtus. Je dis Mais, ça, je dis rien. mais c'est un échantillon beaucoup trop faible. Voilà. Mais effectivement, Il s'agit d'un alignement désastre, rien de plus, rien de moins. vous en faites la conclusion que vous voulez, mais sans un Mike James qui est à 28,3% de usage rating, ça a l'air de circuler un peu mieux. Mais pour le coup, alors vraiment pour le coup, le point moi qui m'importe, c'est en son absence, qui en profite finalement. J'ai regardé les stats. Jordan Lloyd est dans ce qu'il sait faire. Okobo, il sait prendre les choses en main, mais il est globalement aussi dans ses stats. Par contre, le collectif dans son ensemble a l'air d'en profiter un max. Et il va falloir qu'on s'arrête 5 minutes sur Donta Hall quand même. Parce que Donta Hall, depuis un certain temps, c'est devenu une machine. Il flex tellement pendant les matchs, c'est abusé. C'est abusé. Se mettre des grandes baffes sur la tronche et tout. Euh, alors j'en profite rapidement puisqu'il est minuit ici. Damien, je te souhaite un très bon anniversaire. Voilà, je triche. Merci.
Je suis dans C'est le gentil. futur. J'en profite également pour souhaiter un bon anniversaire à Olivier, membre de Upset Media, qui du coup fête un anniversaire. Quel âge tu as, je ne sais pas, mais bon anniversaire Olivier aussi. Et du coup, ce que je voulais dire, bah voilà, les passes, ça a été expliqué, mais je trouve qu'il y a quelque chose de très important aussi, qui se sent plus, c'est à quel point Monaco utilise sa défense pour impacter. Je les trouve appliqués en défense et ça me plaît énormément parce que ça couvre les trous d'air qu'ils peuvent avoir par moment, par quart temps. On en a parlé plusieurs fois, ils sont incapables de tenir 40 minutes proprement à la maison ou à l'extérieur. Et voilà, de les voir sur des missions défensives. Je pense que Yakuba Ouattara, Moneke et John Brown, ils dorment dans une cave avec une boîte de cannibou pour trois. Et il faut se battre. Je demande l'avare pour voir si Moneke s'est pas bouffé un peu des dreadlocks parce qu'il a faim. Mais c'est incroyable. Jordan Love aussi, il faut qu'on en parle. Et vraiment a fait du très bon travail sur ses adversaires directs. Je suis très content. Les passes, ça se voit, c'est un échantillon bien trop mince, mais c'est juste une bastos gratuite pour Mike James, on sait très bien. Et voilà, et même, tu vois, ça se sent, ils sont tous contents, ça se tape dans les mains, il y a du gros smile, il y a personne qui va à un moment tirer la gueule, faire son caprice parce qu'en fait, il a demandé son gâteau d'anniversaire et il avait des bougies bleues alors qu'il voulait des bougies rouges. Ça, ouais, ça se sent fortement. Et même dans les discours d'après-match ou toutes les petites phrases de presse, tu les sens, ils se stimulent les uns les autres, ils se récompensent les uns les autres. On a Strazel qui met des paniers, qui prend des plus sains, t'as tout le monde qui va vers lui, qui le tape la poitrine, etc. Donc là, en fait, on a une vraie équipe. Je veux pas forcément revenir sur le débat concernant Mike James, et le constat est à nouveau le même, c'est que sans lui, bah, l'équipe est une équipe de basket. Moi, ce que j'aime, et c'est exactement ce visage qu'on aime voir de Monaco, c'est quand on pense justement à ces joueurs, Brown, Moneke, Donta Hall, dans l'expressif de ouf, dans aller chercher l'énergie pour la redonner sur le terrain, c'est ça en fait. C'est pas d'une équipe avec un mec qui va tirer la gueule si ça va pas dans son sens, qui va trash talk le coach, qui va trash talk les arbitres, qui va demander une faute à chaque fois. Nous, ce qu'on veut, c'est ça en fait. C'est une équipe de guerriers. Et là, en ce moment, c'est celle qu'on a. Dans le match qu'il faut arracher à la Buesa Arena contre Baskonia, le MVP qui finit MVP de la journée, c'est Moneke. C'est juste représentatif de ce qu'est ce Monaco. C'est des guerriers. Le mec fait la meilleure perte de sa saison. Ok, il vient juste d'arriver, mais il fait un énorme double-double. Et puis, il peut flex, hein, parce qu'il a été solide. Déjà qu'on C'est avait pas, John Brand, c'est pour nous, pour moi, en tout cas, c'est exactement le visage que j'attends de Monaco. c'est pas contre le Pana où Moneke voulait rentrer sur le match. Il pensait être dans le 5, etc. Au final, non, il était malade. C'est ça, il était malade. Il rentre finalement parce qu'ils sont en galère pour faire le trou face à Que sur le, Bacon et les que autres. sur le finish, Et ouais. il rentre sur la fin du quatrième quart et puis il sort plus du terrain. Et là, il montre en 10-12 minutes l'étendue de son niveau et notamment sans Mike James ou en tout cas avec beaucoup moins de minutes partagées. Et c'est ça, en fait, ce qui me pose problème, c'est que Mike James, quand il est impliqué, ça fonctionne de ouf en vrai. Quand il est à l'initiative sur la première pression défensive sur le mec qui a le ballon, quand il est vraiment investi, ça lance tous les gars derrière, mais vraiment. Et puis il est vraiment fort sur l'homme quand il se donne les moyens, quand il lâche, quand il se sort les doigts. Sauf qu'il le fait 3 fois, 4 fois dans le match, ça va faire des stops, ça va enchaîner un bon petit run. Mais si après l'équipe en face reprend le dessus, ça marche plus en fait. Il va pas le refaire de façon constante. Là, ce qui se passe, c'est que du coup, comme il n'est pas là, ça va être c'est l'ensemble et c'est là où des John Brown, des Moneke vont se démultiplier parce qu'ils servent le plus un scoreur ou un leader dans l'équipe mais vraiment un collectif et c'est là où après tout le monde est vachement mieux impliqué. Même Donatas commence à sortir de son costume de Playmobil. Même Ouattara, du coup, commence à pouvoir aussi lui flex. Alors, c'est pas beaucoup de temps de jeu, mais vraiment à pouvoir montrer qu'il peut faire une grosse défense sur un porteur de balle. Et c'est ça, en fait. C'est pas Mike James en tant que joueur, c'est vraiment son attitude face au collectif, en fait, qui fausse le truc.
Et face à la difficulté aussi, parce que c'est souvent dans Ouais. ces cas-là où il lâche, lui. Ouais. L'adversité, mais surtout la sienne, hein, celle qui se crée dans sa tête. Parce qu'on avait ce débat aussi en début de saison, où on se disait, de toute façon, c'est factuel. Mike James, le meilleur Mike James, c'est celui qui finit à 14 points et 11 passes. C'est C'est ça. celui qui prend son temps tranquille à servir les autres et à préchauffer. Allez, vas-y, c'est bon, I got this. Le match face au Real Madrid où il est tartine à la fin, c'est ce qu'on veut de lui. Le problème, c'est que bah, c'est bien trop irrégulier. C'est ça. Et quand c'est trop irrégulier, c'est des déchets ou c'est du comportemental. Donc, c'est pas bon, c'est vraiment pas bon. Et l'image du match de Basconia, où ça y va au forceps avec les muscles, les cojones, tout ce que tu veux. Moneke loupe un nombre de lay-up, d'alley-oop, de dunk, et je crois qu'il en manque. Il doit manquer un truc qui doit lui valoir 6 ou 7 points, sans parler des C'est lancers ça. francs. On a Et d'affilée en On a plus. Alpha, ouais, et on a Alpha Diallo qui est la parfaite représentation du gruyère en 2023, parce que franchement, c'est arrosage automatique et il y a des trous de partout, hein. La planche, ils ont dû la changer à Baskonia après, tellement il avait arrosé. Personne n'a rien dit. Ils ont gagné, d'accord, la victoire est leur, mais euh, si on fait un parallèle, c'est pas le même statut, mais si Mike James fait un match arrosage automatique, on va lui tomber dessus. Alors que là, Alpha Diallo, il y a un moment, il est peut-être à 1/8, 1/9, et on se dit, c'est dégueulasse ce que tu fais là. Et non, tout va bien. Le collectif prévaut. Et c'est vraiment ce qu'il faut retenir. J'espère qu'Obradovic a su trouver peut-être les bons mots un peu pour dire, ben voilà les gars, vous voyez, quand vous enlevez un peu les œillères, quand vous communiquez, vous croyez un peu en les uns et les autres et que vous défendez, regardez ce qu'on peut faire. Et honnêtement, moi, je suis Mike James, j'ai les boules. Je vois ça du banc, j'ai vraiment les boules. Et je me rappelle à quel point bah, j'ai un peu coûté le match 5 face à l'Olympiakos, en faisant justement ce genre de truc. Après, sur le match de Baskonia, il y a aussi le fait que Baskonia déjoue totalement à un certain moment où il y a un nombre de passes incalculables qui finit en tribune, où les Et mecs des sont joues pas parce dans que les... la pression est augmentée Aussi, aussi. voilà, aussi, bien sûr, c'est là où je voulais en venir, c'est qu'à un moment donné, il y a eu cette énergie où on peut dire que Diallo balance, mais on sait que derrière, il va être en mode bulldog, parce que lui aussi, hein, c'est un des facteurs X de l'équipe. On l'oublie souvent, que ce soit en fantasy, en betclic, en Euroleague, mais des fois, tu prends juste la ligne de stats, c'est lui qui est au top, et lui, c'est le facteur X de l'équipe. Et du coup, voilà, c'est ça, c'est qu'à Baskonia a complètement déjoué, mais parce qu'il y avait cette énergie du côté de Monaco aussi. Donc, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que la vie sans Mike James, qui en, qui en bénéficie le plus? Le collectif, tout simplement. Il n'y a pas une C'est ça. individualité, c'est tout le collectif qui prend en Tout le place. collectif, ouais. Mais je pointerais quand même Jordan Lloyd, Mais que je trouve évidemment, suffisamment intelligent et capable de coexister avec, mais tu le vois dans sa splendeur, vraiment. J'ai pas les mots, mais précis, juste dans ce qu'il fait. assassin, juste, ouais, c'est un mix de plein de bonnes choses. Et c'est en fait, le comparatif peut être fait, puisque l'année dernière, il avait Billy Baron à ses côtés au Zénith. Sauf que Billy Baron n'est pas, peut être un croqueur, mais ne croque pas comme Mike James. Et tu vois que l'année dernière, la paire, elle était mais destructrice. Alors que là, bah, par moment, c'est pas du tout le cas. Alors que ça devrait l'être. Alors que j'imagine, il est venu pour ça en se disant, bon, bah voilà, je passe de Billy Baron à Mike James, on est à Monaco, ils ont fait le Final Four l'année dernière, pas le Final Four, ils étaient en playoff l'année dernière. Voilà, faut y aller, quoi. Et c'est C'est dommage, marrant. je trouve. C'est marrant que tu fasses le parallèle avec Billy Baron parce que euh, depuis que Milan a récupéré Napier, et donc Billy Baron n'a plus à supporter tout ce poids à la main, et c'est une tuerie. Billy Baron, c'est une tuerie. Il met des tirs mais sur la tête de n'importe lequel défenseur sans aucun problème. Il a une putain de gestuelle et c'est incroyable. C'est incroyable. Donc Et c'est marrant les- que les deux, Lloyd et Baron, se retrouvent là comme ça avec voilà peut-être un équilibre de chaque côté qui leur permet vraiment de s'épanouir, quoi. Bah, l'eau et le feu, c'était vraiment ça. L'année dernière, les playoffs, c'est
Lloyd est vraiment consistant sur tout le long, mais les matchs qui importaient, je crois que t'as Baron, il t'envoie des tirs en prenant des buzzers pour égaliser, en prolongation, etc. Où il y a un match où il doit finir à 33 points. Et tu dis, mais voilà, c'est ça qu'il faut. C'est-à-dire, et c'est ça que je pense que Lloyd essayait de chercher avec un côté upgrade. C'est ça. Monaco sans Mike James, est-ce que ça va loin pour vous? Si on part du principe que Mike James va rester un peu au frais un certain temps? Tu veux dire en playoff? Est-ce que ça pourrait aller loin en playoff ou même sur cette fin de saison si d'avenir Mike James ne devait pas revenir? On sait que ça y aura pas forcément, mais dans l'idée. Moi, je vais plus dire non quand même, parce que l'avoir dans ton effectif te rend imprévisible et tu perds une rotation et tu auras très peu de vécu en fait sans lui. C'est-à-dire que là où toute la saison régulière, tu disais, bon, bah voilà, moi je suis pas dedans, aujourd'hui ça va pas, bon, bah Mike va prendre le relais, il va prendre ses gros tirs, il va en rentrer, il va prendre chaud, il va être confiant, etc. Et tu sais que ça peut dérouler. Là, au stade où ils en sont, est-ce que tu veux prétendre? Ça serait quand même dur, ce serait très beau d'y arriver, mais ce serait dur de se dire qu'ils peuvent très bien réussir sans lui. Et moi, je suis quand même plus parti de dire, en fait, c'est ce qu'on disait en interne aussi, c'est la récurrence du cas Mike James, c'est-à-dire que les gens sont prêts à prendre le pari. Et voilà. Oui, puis bon, on dresse quand même un portrait de Monaco sans Mike James. On souligne quand même plein de travers de ce joueur. C'est pas comme si Monaco était en difficulté, hein. Ils sont quatrième, ils sont bien installés, ils peuvent même espérer choper la troisième place à Barcelone. Donc même avec lui, ça gagne. Mais c'est juste voilà, dans le ressenti et dans ce qu'il en ressort qu'on s'attarde. Donc tout va bien, hein. S'il y a des fans de Monaco, tout va bien aussi quand même chez vous. Damien, toi, qu'est-ce que tu en penses de ça? Si d'avenir, Mike James ne doit pas revenir? Ouais, je suis d'accord avec comment Lucas aussi. C'est bien, ça peut jouer bien sans lui, mais ça reste de la saison régulière, ça reste face à des équipes qui jouent pas forcément ou qui jouent plus vraiment l'accession en playoff. Qu'est-ce que ça va donner sur des matchs en série, en Euroleague? S'ils veulent la gagner, ils auront forcément plus de chances avec un Mike James type début de saison ou type sur les gros matchs qu'il a pu faire, le Real et autres. S'ils ont ce Mike James-là qui est impliqué, qui croque, mais qui est impliqué aussi collectivement, ça va le faire. Je sais pas sinon. Je sais pas. Ok, bon, on suivra attentivement du coup la suite de cette affaire Mike James, savoir si Monaco va le réintégrer rapidement ou non. Il y a les tours de Coupe de France là qui se déroulent ce week-end, il n'est pas là non plus, donc bon, on attendra de ses nouvelles. On va passer à notre dernier point de l'émission avec l'équipe de Baskonia. Baskonia est toujours en course pour, pour ces playoffs. Ça fait longtemps qu'on ne les a pas vus, mais autant ils ont été très rafraîchissants, très bons et parfois leaders cette saison, autant ils marquent un petit coup d'arrêt en ce moment. Ils sont 8e, 15 victoires, 14 défaites, à égalité avec le Zalgiris 9e. Mais une dynamique pas forcément incroyable pour Baskonia. Sur les 5 derniers matchs, c'est seulement 2 victoires. Il y a beaucoup de matchs à l'extérieur. On sait que cette équipe voyage très très mal. Et il y a quand même un calendrier qui leur reste favorable. Zvezda, la semaine prochaine, ça peut C'est se... pas ce que j'appelle le plus favorable, ça pour l'instant, mais ouais. Alors, c'est voilà, en introduction, il commence par Zvezda, j'y peux rien, c'est un calendrier, surtout que ça se joue à Belgrade. Mais après, il y a 3 matchs d'affilée à la maison avec Berlin, ça devrait aller. Fenerbahçe, on ne sait jamais, même si le Fener est costaud et monte en puissance, on a vu que Valence était capable de les prendre à la maison, donc pourquoi pas. Et Lasvel, voilà. Avec une Avant défaite avant assurée, ça. d'aller défier l'Olympiakos à la toute dernière journée. On verra comment abordent les équipes lors de cette dernière journée. Peut-être que ce ne sera pas non plus ultra décisif pour certaines. Euh, Messieurs, qu'est-ce que vous pensez de cette période un peu up and down de Baskonia qui du coup se retrouve à la limite des playoffs? On sait pourtant que c'est une équipe que nous, on a adorée tout au long de la saison. Ouais. Darling de saison régulière.
Je les trouve en plein apprentissage, en fait. On a eu des moments où vraiment d'autres joueurs de l'effectif sont en train de se substituer. On a eu le cas Marcus Howard qu'on a très bien décrit récemment, où en fait, bah, il est passé en seconde zone. Du côté de Darius Thompson qui prend un peu le relais. On a eu des bons matchs de Dalton Holmes, on a des très bons matchs de Giedraitis. Kotsar a fait du bon ces temps. Et c'est le souci que je vais leur trouver, c'est que bah, du coup, c'est leur première année avec beaucoup de rookies de saison régulière. Et c'est une équipe qui bah, est prête à vivre et à mourir avec le panier à 3 points, avec leur réussite extérieure. Du coup, ça repose sur énormément de choses. J'ai envie de les voir en playoff. Je pense qu'on les verra en playoff. Ça, on va pas dire indiscutable. Mais du coup, ils ont aussi souffert de la très très bonne passe du Maccabi Tel Aviv, du coup, qui les a fait redescendre un peu dans ce classement. Très satisfait, et plus que satisfait quand on revoit la preview qu'on fait, on est loin d'imaginer tout ce qui allait se passer pour eux. Mais je n'en attends pas énormément parce qu'il y a beaucoup de jeunes, parce qu'il y a beaucoup d'inconnus, beaucoup de si, et juste ce fait de s'ils sont à droite, tout roule, et s'ils le sont pas, c'est au revoir. Et quand bien même ils sont à droite, parfois ils arrivent à couler. Bon, voilà, c'est première saison très bien réussie qu'il faudra savoir reconfirmer l'année prochaine. Je me projette pas déjà loin dans le temps, mais je pense que c'est le constat qu'on peut se faire. Pour illustrer tes propos avant de lancer Damien, contre le Maccabi, dans cette philosophie de vivre ou mourir à 3 points, il termine avec un horrible 5 sur 32 à 3 points contre le Maccabi Tel Aviv. Damien, qu'est-ce que toi Ouais. t'en penses de ce Baskonia-là? Je repense à un truc que j'avais dit il y a quelques semaines quand on parlait de Marcus Howard et du Rocky Wall, si je puis me permettre, en bon spanglish. C'est pour moi un peu le même phénomène qu'on a eu avec Eli Okubo l'année dernière pour la Svel, qui à un moment donné vraiment pris le bouillon. On le voyait plus du tout. Il était plus aussi clutch, il avait plus le même volume. Il y avait que Chris Jones qui arrivait à surnager dans le marasme à Lasvel. Et j'ai vraiment l'impression qu'il est dans cette configuration-là, à savoir que bah, plus personne ne laisse avoir ses coups de chaud. Alors il arrive à transférer et sur des volumes qui sont dégueulasses, avoir quelques tirs qui vont rentrer. Mais globalement, le Marcus Howard qui nous a hypé de ouf au début de saison est plus là. Et c'est ce qui me manque le plus parce que là, toutes les séries, il est sur une série là sur les derniers matchs qui est dégueulasse. Il doit tirer à 12%, à 3 points, ça rentre plus du tout. Et c'est pour moi ce côté surprise un petit peu de Baskonia qui est retombé. Alors là, on a eu un rebond avec le passeur fou Darius Thompson, qui a compensé ça et qui a permis aussi à Marcus Howard de se détendre un petit peu. Mais ouais, comme dit Lucas, c'est une bonne première saison. Ça me ferait chier de me dire que derrière, c'est ou le Žalgiris ou potentiellement l'Anadolu qui pourrait leur passer devant au classement si effectivement ils continuent à galérer. Euh, ouais, pour moi, c'est vraiment ça. C'est la fin d'une grosse dynamique là. Il s'est éteint. On l'avait représenté en feu là sur un des visuels que j'avais fait là sur Instagram. Et là, la Marcus c'est vraiment refroidi. Et pour moi, ouais, c'est la petite étincelle qui leur manque en fait. Une étincelle qu'il pourrait raviver avec Ah bah oui. ces 3 matchs à la maison qui vont se suivre. La double journée plus un match ensuite. Moi, je pense que c'est une bonne première année, mais qui se conclura quand même avec une place en playoff. Le Berlin Asvel, ça peut leur permettre d'avoir des victoires faciles, entre guillemets, et de se qualifier pour les playoffs. Donc attention après en playoff, là, Marcus Howard aura peut-être un autre rôle à trouver. Mais voilà, petite inquiétude, mais en même temps, le calendrier est assez favorable pour que l'équipe réussisse à rejoindre les playoffs. Attention à leur trou d'air parfois. J'avais noté 17 pertes de balles contre Monaco. En Euroleague, ça commence à faire beaucoup. Mais on en a parlé, ça venait aussi d'une énorme intensité de la part des Monégasques. Donc, à suivre pour... Ils ont pris le bouillon aussi face au Maccabi qui à un moment fermé boutique.
Et c'était en fait c'était la solution. C'est bon, bah on peut pas rentrer, on peut pas s'approcher, bon on va tirer de loin, ce qui explique son 1 sur 8 à 3 points. Heidegger a cartonné aussi. Il y a que Thompson, il y a que Thompson et Kotsar qui ont réussi à se frayer un chemin un petit peu, mais c'est compliqué là. Je suis allé chercher un peu le game log comme ils appellent. 10 points face à Maccabi, face à Monaco, il y a eu un bon match, 20 points, mais sinon Madrid 11, Valence sorti 7 minutes de jeu, rien, Virtus 10, Zalgiris 15. Il y a eu un bon match, bon, face au Pana, mais 2 sur 11 à 3 points. Et ouais, tu remontes, tu dis, attends, ouais, il y a 50% de réussite au tir, 51, 38 à 3 points, mais tu vois les derniers matchs, tu dis, pouf, qu'est-ce que c'est que ça? Donc, rookie wall, comme disait Damien, clairement. Et puis en plus, Penaroya, alors c'est son style, mais du coup est obligé de composer avec les défauts de Marcus Howard, qui est dans les 30 pires defensive rating de l'Euroleague. Ouais. Il se fait Donc, exploser direct. ça, voilà, déjà, de par son gabarit avec des meneurs, moi, je l'ai vu contre le Partizan, bah, ça post-up tout de suite. Mais aussi, c'est quelqu'un qui défend très peu. Donc voilà, je l'ai noté, il peut débloquer des situations, mais n'est pas indispensable à l'équipe. Voilà comment j'avais conclu mes notes sur Marcus Howard. Et Thompson, du coup, a ce côté un peu providentiel parce qu'il arrive au meilleur moment. Et on peut arriver dans cette situation où, en fait, Marcus Howard va peut-être, s'il y a la conversation et qu'il l'accepte, mais un rôle de joker de luxe comme justement Okubo avait en ce début de saison avec Monaco, où tu te dis on le retrouve plus en sortie vente, tu auras tout autant tes minutes, tu prendras tout autant tes tirs, mais voilà, bon écoute, Darius il est grand, il défend, il est intelligent, on va pas se faire manger trop quand on est dans cette composition-là, est-ce que tu acceptes le truc? Voilà, hein, dans l'apprentissage Europe, Euroleague, s'il compte rester de manière pérenne, ça peut être très intéressant pour la suite quand même. Et voilà, je pense qu'il est suffisamment intelligent sa jeune expérience Oui. dans différentes ligues pour comprendre qu'il doit s'adapter. Et puis, je pense qu'il a quand même quelques exemples de meneurs de poche qui ont bien su réussir au travers des années et des saisons. Chose intéressante aussi que je viens de capter là en vous écoutant. Euh, On l'a dit, ils ont eu des difficultés contre Monaco, des difficultés contre le Maccabi. Finalement, le profil d'équipe avec beaucoup d'énergie et beaucoup de joueurs athlétiques a l'air de déranger pas mal ce Baskonia qui est très à l'espagnol et puis en mode run and gun, ça shoot de partout. Voilà. C'est attention sur justement sur l'opposition qu'ils pourraient avoir en playoff. Ça Ils ont serait tout à gagner. Ils ont tout à gagner à savoir comment poser le jeu aussi. C'est pour ça que j'avais dit Bitadze l'année prochaine à Baskonia sur 15 minutes pour poser une tourelle. Je pense que voilà, s'ils sont suffisamment intelligents et qu'ils ont analysé, ils comprennent ce qu'il reste à faire parce que en étant potentiellement en huitième, tu dois te farcir l'Olympiakos qui va jouer très lentement, qui va poser Moustapha C'est Val clair. et On va faire des matchs à coup 50 sûr points. du off-ball. on va finir des matchs avec 50 points marqués côté Olympiakos, mais il y en aura 32 côté Baskonia. Donc, C'est ça. Mais par contre, juste une petite parenthèse, parce qu'on n'avait pas débriefé des journées précédentes, sur le game Monaco-Basconia, les sorties de balles, le jeu de transition de Basconia, c'est une sextape. C'est une sextape, c'est abusé. Monaco, à un moment, a pris une tornade. Ça partait dans tous les sens. La moindre premier balle, il y avait carton, déjà Giedraitis qui part en carotte, ou n'importe lequel d'ailleurs, mais c'est d'une fluidité, c'est incroyable, c'est magnifique. Ah, Penaroya est très très bon là-dessus et il l'exécute parfaitement. Voilà. De toute façon, on l'a dit il y a 1 ou 2 semaines, hein, je crois. C'est là où Baskonia doit progresser, c'est sur sa défense. Mais c'est pas le style de l'équipe. Donc, Lucas l'a dit, hein, vivre ou mourir avec le même style de jeu. Messieurs, on a fini sur les points essentiels qu'on avait à aborder. Évidemment, on reviendra sur cette course au playoff dans les émissions suivantes. Mais là, on va passer au prono. Attention, ça devient un peu le sport olympique. Et c'est à noter pour l'année prochaine, hein, pour la prochaine saison. On tiendra les comptes de ces pronos. Parce que, il y aura une prochaine saison. Je suis renouvelé. spoiler alerte. Oh bon, on n'a pas dit Je, que tu je... serais là, hein. Ah merde, ouais. Bah, Bref, on me jette déjà comme une vieille chaussette. maintenant que tu as fait ta traduction de 4000. Ouais, casse-toi. Les pronos de la J29, comme ça nous permet aussi de parler des affiches qui nous attendent pour J30. J30, pardon. J30. Euh,
On Putain, je fais mieux ton commencera travail, quoi. le jeudi par donc, ben, ce fameux Zvezda Baskonia. Messieurs, qu'est-ce que vous en pensez? Ah, Baskonia. Ouais, allez, Baskonia. Je l'ai vu en playoff. Je suis pas persuadé que ça le fasse contre Zvezda, mais je l'ai vu en playoff, donc il faut prendre celui-là. Eh bien, je vais dire Zvezda, mais entre 1 et 5 points d'écart. Voilà. Je vais Entre, manger. entre Campasso, Vildosa, Nedovic, il y a moyen qu'ils répondent rapidement au jeu dicté, donc ah, pourquoi pas. Ça me plaît bien un match intense comme ça. J'aime bien. Panathinaikos Barcelone. J'aime Est-ce que j'aime un c'est peu Ali moins. Traoré qui commente? Pour Barcelone, Ouais, je sais pas, on leur demandera. parce que la cote, elle change. La cote, elle change si c'est Ali. À chaque fois qu'il les a commentés, ils ont perdu. Donc, je vais mettre Barcelone, sauf si c'est Ali Traoré qui commente. Barcelone aussi. Devrait pas y avoir grande surprise. Un petit certes accent ligué. Ah ouais, puis j'y ai pensé pour ma fantaisie. J'y ai tellement pensé pour ma fantaisie. Asvel Maccabi. Là aussi, il ne devrait pas y avoir beaucoup de surprises. Oh là là, oh là, Maccabi est en forme ces temps. Voilà. Allez, Maccabi pour tout le monde. Bah, je sais pas, parce que ça fait longtemps que l'Asvel nous a pas fait un match qui vienne choper alors qu'on les attend pas du tout. Ah, Et pour Alors, foutre la merde dans le. juste pour lancer une petite pique voilà, enfin, t'aurais pu couper ta phrase. Ça fait longtemps que l'Asvel n'a pas fait de match en Euroleague. Ça fait un moment que, hein. ça va, je cautionne. Non, Non, le Maccabi. Tel Aviv est bien. Je sais pas si vous avez regardé. Bon, Romain, j'imagine que oui, à la longueur de tes cernes. Mais ils sont trop forts ces temps. Ah, Ça me fait mal. Ça me fait autant de mal que toi, tu viens de parler de Zvezda. Ah non, non, ils sont. je vais lever le masque. Je dois avouer un truc enfin, de toute façon, vous le savez parce que je l'ai dit en interne, mais je me suis permis un petit message lors du Anadolu Maccabi en disant je crois que je suis en train de kiffer le Maccabi. Là, c'est vraiment que ça va mal. Maccabi pour nous trois, du coup. Dernier match de jeudi, Alba Berlin, Anadolu, justement. Berlin. Bah, j'ai envie de dire Ah, pareil. ouais, je partais sur Berlin. Berlin à la maison, fin d'année, plus rien à foutre. On va leur mettre dans la bouche avec une adresse, jeu rapide. Et puis, L'Anadolu bah, sans tout. Ataman. Les mains dans les poches. Ouais, puis l'Alba tape Bayern d'un point là. Le match était Petite marrant de voir claquette. Petite claquette Sig- d'Olindy. ouais, Sigma et Lucic s'envoyer des bras, c'était cool à voir. Très bien. Donc l'Alba. Fenerbahçe, Zalgiris pour commencer la journée de vendredi. Ouh. Ah. Fenerbahçe pour moi, c'est pas Kaunas, donc Faut aller chercher j'ai une l'avantage du pression en terrain. moins. Ouais. 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 Dyson Pierre est blessé, il me semble. Ouais. Mais quand bien même, Fenerbahçe. Hein. Kaunas s'exporte mal, donc ouais, on va rester là-dessus. Ok, toi aussi Damien du coup. Oui. Virtus, Real Madrid. Belle affiche là. Oh. Enfin, elle peut être aussi belle qu'aussi pénible. Ouais. Ça peut être un très beau match comme un vomico. Hein, donc, Real ouais, de ouais. 5 points, 5-6 points. J'ai lâché l'affaire sur la Virtus, moi. J'ai des sacs à vomi dans tous les coins de l'appartement. C'est bon. Ah, en plus, ça permet à Madrid de clincher le spot en playoff normalement derrière. Ouais, ça devrait pas être trop compliqué. Allez, Real du coup pour tout le monde. Monaco-Valence à Monaco. Moi, je mise sur Monaco, même si Valence, je les aime beaucoup. Là, on en a parlé, ils ont vraiment l'énergie pour battre cette équipe de Valence. Très joueuse, hein, très très joueuse. Elle a été formidable contre le Fenerbahçe. Ça va être intéressant à suivre parce que niveau énergie et, on va dire, viande disponible, et ça s'annule quand même relativement bien. Allez, il J'aime sera bien en live Monaco quand même tweet aussi. vendredi. Il sera en live tweet. On promet de faire Monaco-Valence vendredi. Ouais, c'est pas toi, ouais, pas moi. Je, 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 Tu- Et je alors, peux, on je annonce peux, que le rookie fera le live tweet. je peux prendre le live tweet de vendredi Monaco-Valence. Par contre, tu feras gaffe. À 20 h il y a l'affiche d'après. Donc, il y a Partizan Olympiakos après. Donc, Ah oui, je note. Bon, bah, très bien, je vais encore me bon, on va dégoûter. finir d'abord. Monaco-Valence. Moi, Monaco. Damien, Monaco, Monaco.
Ouais, Monaco. Ok, Monaco pour tout le monde. Partizan Olympiakos qui aura lieu 1 heure plus tard et qui fera peut-être live tweet aussi. Hein. Ah, Olympiakos, j'ai beau ils aimer ont, Partizan. ils ont clinch le spot la semaine dernière, du coup, Olympiakos. Oui, ils sont en playoff officiellement. J'ai envie de croire aux Partisans, hein, voilà, mais à un Ah, la moment, maison, hein. c'est à la maison, mais ça reste l'Olympiakos et je suis pas hyper Là, je vais confiant. dire, Hein. là, je vais dire partisan. Moi, je joue la grosse cote. D'accord, dame. Ah, ils ont un En planning sachant de qu'au folie match aller, partisan. l'Olympiakos avait quand même roulé sur le Partizan. Hein. Il y avait quasiment 30 points Ah, c'est d'écart. Je ne veux pas influencer ton choix. plus le même partisan. Non, non, je reste sur le partisan aussi. Je joue là. Ok, très bien. Et dernière affiche, Ah, moi, Milan, je prends la Bayern grosse cote et Munich. puis ils disent la même chose. Milan. Euh, ouais, Je me range Milan. du côté de Damien. Et ok, donc du coup, comme tout le Somme, monde. somme intersidérale avec la blessure de Pangos. Somme intersidérale. Parce que franchement, c'était cool à voir jouer. La connexion Pangos, Napier et Méli, voire Méli à ce niveau-là, c'est pour ça que je l'ai mis juste derrière moi. Euh, c'est vraiment kiffant de voir ce joueur-là retrouver le sourire, juste ça. De voir Billy Baron mettre des gros buckets et juste à cause d'une base solide, pas d'un naze Mitroulong que j'ai essayé dans ma fantasy Et ou toi, d'autres. en 2 ans, entre Marielle Chayoc et Nazmi Troulong, Oh, le crime! et vivement qu'on fasse 10 années d'Euroleague, Non, comme ça on va pouvoir alors, se faire le all-time. Regarde, 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 il va essayer de se non, défendre. Regarde. non, Marielle, je l'assume complètement, il n'y a pas de souci. Naz Mitroulong, c'est pas pareil, j'ai voulu le Mais mettre deux Magnas, fois. je l'assume pas. Mais non, je l'ai hypé un moment sur 2 semaines en me disant, allez, vas-y, il va profiter, il n'y a pas de meneur, c'est pour lui. En plus, c'était une double semaine, j'ai pas changé entre les 2 semaines. Donc, je me suis galéré à prendre des scores négatifs. Mais non, non, Marielle, il n'y a pas de souci, je l'assume. Je l'assume. Ah bah il le porte haut et fort, hein, avec Inch'Allah un jour le t-shirt collector à faire gagner de Ah, Marielle le Chayoc. t-shirt. Le t-shirt, j'ai failli le mettre pour Arlocas et j'ai pas voulu faire le con parce que je savais que ça ferait partir le truc. Oh. Ok, Milan pour tout le monde. Et donc, on a fini le tour de ces pronos. Messieurs, avant de se quitter, je l'avais annoncé. 2 petites questions de quiz. Voilà, parce qu'en ce moment, c'est un petit peu notre truc, là, les quiz sur l'Euroleague, histoire de tester nos connaissances. La première question, on remonte à la saison, ça va, c'est pas trop loin. 2020-2021. Ça va, je suis pas allé trop Oula, loin. Donc, moi, normalement, je regardais pas l'Euroleague, moi. Hein. Marcus Howard, il jouait encore aux Nuggets et en G-League. en 2020-2021, qui a été élu Rising Star? Yoko Baitis? Mauvaise réponse. Damien, tu as la main. Non, c'était qui? Merde. Euh, Rising Star à la fin de l'année 2020-2021. Je dois avouer que quand j'ai fait le quiz, j'ai répondu comme Lucas et j'avais complètement oublié que c'était lui. Bah, moi, il me semblait qu'il avait eu 2 fois d'affilée. Mais Eh bien non, c'était C'est pas. Elio Kobo. non plus. Alors Le là, Rising Star 2021-2022. Non, 2020-2021. Ah, pardon. Ah bah, j'étais persuadé que c'était. Donc, je n'ai pas la Vous voulez un moindre indice? idée. Ouais. Il évolue désormais en NBA. C'est pas moi. C'est un joueur intérieur. Non. Costa Antetokounmpo. Non, c'est pas lui non plus. Après, si je commence à dire, bon, je vais avancer parce qu'on n'a pas toute Mais la je soirée l'ai non plus. vraiment pas. C'est Il évolue dans le Texas. À Dallas. Donc, il y a 3 franchises. Dallas, Houston, San Ah non. Antonio. Ça va être San Antonio parce qu'il est en mode flexing parce que c'est sa franchise à lui. C'est donc pas cette franchise. Il évolue en Ouais. rouge. Ouais, c'est Sengun? Houston, Non. mais Ah non, Non. Garouba. Ousmane ah, il a joué. Garouba.
Exactement. C'est bien Ousmane Garouba qui a décroché le D'ailleurs, titre en bah Ousmane, si, 2020-2021. si tu vois cette vidéo, reviens à la maison, arrête les conneries. Ça suffit. Les strip clubs, ils sont bien en Europe aussi, donc arrête tes bêtises et reviens. Oh, le gâchis. Ousmane Garouba a été élu meilleur jeune de l'Euroleague en 2020-2021. En 2019-2020, il n'y en avait pas eu à cause du Covid. Jokubaitis l'a remporté l'année dernière, en 2021-2022. Et pour faire un petit clin d'œil à ce que Lucas a pu dire tout à l'heure sur Baskonia, en 2018-2019, c'était Goga Bitadze. Alors, au but du Knosk, Podgorica. Et Dernière cette année, ça question. sera Yamadar. Et voilà, je l'ai placé. C'est une certitude. Je signe les demandes et parvient. J'ai un ratio de un épisode, un Yamadar. C'est comme ça. Autre question avant qu'on se quitte. Cette même année, 2020-2021, donc Ousmane Garouba était le meilleur jeune, mais qui était le top scoreur de l'Euroleague? Donc le Alfonso Ford Oui, Trophy. c'est fort. James. C'est pas James. J'aurais dit James aussi comme ça, mais ça ne doit pas être lui du coup. Et vous allez voir, on va se quitter sur une magnifique note. Grâce à ça, on va se quitter sur une magnifique note. Donc c'est pas Yamada. C'est pas un mec de Zvezda non plus. Parce qu'il serait Non, pas c'est complètement pas un malade. mec de Zvezda, loin de là. Non. Mais c'est Alfonso quelqu'un qu'on Ford. porte dans notre cœur. Mirotic? Non. Mais non, on a dit que ça allait bien finir, toi, arrête. Bah, je taquine un peu. Euh... Ousmane Garouba, Rising Star. Mais qui était Oh ce fameux punaise, des meilleur chèvres. marqueur? Est-ce qu'il serait-il pas du côté du Real Madrid? Non, Blin. non. Donc à cette époque 2020-2021, le temps que mes compères cherchent la réponse, c'est l'Anadolu qui Misic? a gagné. Non, c'est l'Anadolu qui a gagné l'Euroleague en s'imposant 86-80 dans un match moyennasse contre Barcelone. Et ils feront encore pire l'année d'après contre le Real Madrid en s'imposant 58-57 contre le Real. Mais en 2020-2021, on avait aussi sur le podium de cette Euroleague Milan qui a gagné la petite finale contre le CSKA Moscou, équipe qui n'est plus en Euroleague désormais. Mais donc, Ah, non. ce Attends, meilleur non. marqueur, Suède? Non. Non. t'as dit quoi, Damien? Non, 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 Alexei? non. Non, non, il a dit non, non. C'est Bien lui? sûr, Ah, c'est notre ami Alexei Shved. j'aurais C'est pas ouf. cru. Si loin et si près de nous. C'est fou, hein? C'est fou. Voilà. Mais c'était bien Shved qui était le top scorer, donc avec le CSK. J'ai pas eu le temps de dire Kevin Punter, du coup, j'ai les boules. Oh, tu sais, t'es pas obligé de citer tous les joueurs du Partizan dans les émissions, hein. C'est bien. Tous les joueurs du Partizan que tu n'aimes pas, voilà, disons les choses. Ce Les serait choses au marrant qu'on les clair. jette sur l'interview, non? Quand même. Peut-être, un jour. On verra. On Inch'Allah. s'interdit Allez. plus grand-chose. Messieurs, merci de m'avoir accompagné. J'essaierai de trouver des petites questions comme ça maintenant à chaque émission, histoire de Histoire de bien s'amuser. nous humilier, là, de voir qu'on est des bonnes grosses fraudes. Bah ouais, mais vous voulez pas faire un énorme quiz avec moi, alors moi je suis Ah triste. si, Voilà. si, moi j'ai dit plein de fois, vas-y, fais-toi plaisir, latte-moi la tronche. Allez, on se quitte là-dessus. Profitez bien de Yes. votre semaine. Il y a beaucoup de matchs à regarder. Il y a notre interview avec Joe Arlocas à retrouver. Un magnifique moment de partage avec une légende du jeu. Et puis voilà, on se retrouve très très vite pour un nouvel épisode. Abonnez-vous, suivez-nous. Lucas, Damien, merci de m'avoir accompagné. Merci à toi. Et à très Avec plaisir. bientôt. Ciao, Ciao. ciao. Salut.